Déconfinement de vie. Il m'avait appelé un soir comme ça. Il m'appelait toujours comme ça, le doc. Faut dire qu'il n'avait pas toute sa tête. Enfin, c'est ce qu'il se disait. Je le croisais souvent au jardin public avec sa canne sur son caddie à roulettes. Il soufflait comme un âne. Je m'étais arrêtée pour lui proposer mon aide. Depuis ce putain de Covid et le confinement, j'avais appris que ma voisine de palier était aide-soignante. Ça m'avait foutu un coup de la pensée héroïne. Elle qui passait son temps à râler après mon chat quand il passait sur son balcon pour ses virées nocturnes. Il allait pourtant en silence et sans rien déranger sur la pointe des coussinets. C'est dire si elle était conne. Bon, je m'égare. Mais d'applaudir cette chieuse tous les soirs m'avait donné l'envie de jouer aussi les héros en donnant le bras au petit vieux du quartier. Ça part d'un bon sentiment, qu'il me disait. Mais faut pas, mon gars, tu vas nous filer le Covid. Et il m'envoyait chier. Sauf un, Francis. Dans la cité, on l'appelait le doc. Il se disait qu'il fut un temps le tout bip du coin. Ma mère avait confirmé, même qu'il m'avait mis au monde en catastrophe avant l'arrivée du SAMU. C'était un soir d'été, très arrosé de merlot, où maman avait oublié qu'elle était enceinte. Idem le soir où elle me conçut. Si bien que pour le pater, elle hésitait encore entre le boucher de la rue du Général Massu et le plombier du palier d'en face, aujourd'hui disparu. Je préférais le défunt qui m'offrait à l'école un potentiel incroyable de demi-frères et sœurs. Bon, je m'égare encore. Mais le doc déjà, et c'est dommage, je l'aurais bien aimé aussi pour papa. Toujours sympa, toujours la main sur le cœur. Il habitait un petit pavillon non loin et vivait seul à 2 pas de ma barre d'immeuble. Il se disait qu'il avait tellement fait chier les promoteurs qu'ils avaient renoncé à l'expulser. Si bien que sa cagnea flottait au milieu des tours et du béton, dans l'îlot de verdure d'un jardinet quasi abandonné. Je l'avais croisé 1 mois plus tôt. Il traînait son chariot péniblement et sa respiration sifflait. Je l'avais soulagé jusque chez lui. Il m'avait offert un café. « Toi, t'as pas bonne mine, mon gars !» qu'il m'avait dit. C'est vrai. J'avais un petit rhume tout au plus, mais il avait l'œil le doc. Il m'avait filé 3 médocs. Mieux, ouvert sa maison, offert une chambre et un lit. Pire, la télé et une connexion pour 15 jours. Autant dire que je fus confinée chez lui. Depuis, j'allais faire ses courses tous les matins. Il m'offrait alors son kawa, puis je repartais fière comme une infirmière à 20h. C'est donc précisément à cette heure-là qu'il m'avait appelé un soir. J'allais vider un paquet de chips en guise de souper quand le téléphone a sonné. « Est-ce que tu peux venir, mon petit gars ?» J'ai dit oui, et adieu à mes chips et à mon chat, comme ça, pour déconner. Braver le couvre-feu n'était pas pour me déplaire, une idée au maire pour faire semblant d'en faire plus encore, et emmerder le monde, lui qui était en ballottage défavorable. Il y avait un brouillard à couper au couteau, et l'air était doux. Je me suis dit que c'était bon de désobéir quand c'était pour la bonne cause. Les gens étaient au balcon et applaudissaient comme des cons. J'ai pressé le pas en remontant ma cagoule. Les applaudisseurs pouvaient aussi être délateurs alternativement. Du genre, tu applaudis à 20h, puis tu dénonces l'incivique le quart d'heure suivant. Le doc m'attendait sur le pas de sa porte. Il m'a dit « Viens, il faut que je te montre un truc ». Je le pensais malade, essoufflé, fiévreux et covidé. Bref, je me voyais héros encore, au chevet d'un petit vieux. En fait, je suivais un papy soudainement gaillard jusqu'à son garage. Quand il a ouvert la porte et allumé, je ne distinguais d'abord qu'une pile de cartons. Ses yeux brillaient d'une étrange lueur. Il était fébrile et en sueur de me montrer son truc. C'est quand il a balayé la première rangée d'emballage que j'ai aperçu un engin à roues couleur orange autoroute. Il m'a observé fièrement un instant. Il attendait sûrement un cri d'extase. Je lui ai dit « C'est quoi ça ?» Décontenancé, il m'a répondu « Mais une Dush, mon gars !»« Ça roule, ça ?» que je lui ai répondu. « Mieux qu'un SUV, comme vous dites. » J'ai bien senti que je l'avais vexé, mais je ne le faisais pas exprès. Mieux, c'était sincère. Quand j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et que j'ai vu le tableau de bord et ce qui devait être un levier de vitesse juste à côté, j'ai réalisé que c'était une automobile, genre taco, mais presque neuf. Même les pneus paraissaient vierges.
Il a ouvert le capot, enfin un capot, une tôle que j'ai cru qu'elle allait se vriller tant elle me parut fine. Les yeux du doc ont brillé encore. Il attendait que les miens s'écarquillent de surprise. Pour le coup, il n'a pas été déçu. Même si la bagnole paraissait légère, vu sa taille, et l'épaisseur de sa carrosserie proche du papier à cigarette, j'exagère à peine, le moteur devait être celui d'une tondeuse à gazon. Il paraissait perdu dans son large berceau, tu aurais pu te blottir contre lui et refermer la tôle tant il y avait de place. J'ai pas vu le radiateur, et je lui ai fait la remarque. Il m'a dit « C'est à air que ça refroidit ». Heureux de me surprendre. À air, oui, il m'aurait dit qu'elle roulait au vent, je l'aurais cru aussi. Pas de toit en tôle, mais en tissu et escamotable, des vitres latérales qui se remontaient vers l'extérieur comme des volets. Un pare-brise aussi haut et petit que les sièges étaient bas. On ne devait voir de la route que la ligne bleue des Vosges à l'horizon. C'est pas tout ça, le doc, mais c'est pas pour me montrer votre dush que vous m'avez appelé. Un peu quand même, mon gars. Il faut que tu me conduises quelque part en urgence. Avec ce machin ? C'était parti du fond du cœur. Ce machin, c'est une 2 chevaux. Et tu peux aller au bout du monde avec. Ouais, au pas, que je me suis pensé, avec une place réservée en EHPAD au retour, quelques décennies plus tard. Mais je n'en demande pas tant, simplement en Auvergne fera mon bonheur. Là, j'avoue qu'il m'a plié, le Francis. L'Auvergne ? Mais attendez, c'est précisément le bout du monde, ce pays. 300 kilomètres, on part de suite, on roule de nuit, demain brouillard sur le massif central. Invisible et peinard, au soir, on est rendu. Mais c'est interdit, Doc. C'est pas à vous que je vais le dire. On doit se confiner. Des conneries. Ça ne sert à rien qu'à faire semblant de faire quelque chose quand on a omis l'essentiel. Et l'essentiel, c'était quoi pour vous ? De ne pas laisser l'épidémie filer. Être vigilant dès le début février, tester et pister tous les cas suspects. Isoler les positifs et leurs contacts, protéger les plus fragiles. Et pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Parce que pour pister, il faut prélever avec des protections, masques et lunettes. Nous n'avions rien de tout cela, ou si peu en stock. Pour prélever, il faut des tests virologiques. Nous n'en avions pas non plus. Bref, notre seul potentiel dans cette épidémie n'était que la bande de cons qui nous gouverne avec comme seule arme moyenâgeuse le confinement. Ça ne marchait pas alors, ça ne marchera pas plus aujourd'hui. Tu entasses des millions de gens dans les appartements. Les contaminés côtoient d'autant mieux les non contaminés, et l'épidémie continue son bonhomme de chemin. Elle fauchera des vies et épuisera des soignants comme une vague, avant de mourir naturellement dans 1 mois ou 2, dans un ressac tumultueux. On pleurera alors nos défunts et nous fustigerons nos cons trop tard. Ne peut-on attendre le déconfinement promis dans 15 jours ? Le déconfinement, c'est même pas français, et ça ne servirait encore qu'à faire croire que l'on fait quelque chose. C'est le Covid lui-même qui nous déconfinera quand, après la vague, il perdra de sa contagiosité et diffusera de moins en moins. C'est ainsi depuis toujours. Il n'y a jamais de deuxième vague, sauf pour les virus saisonniers qui s'éveillent l'hiver. Peut-être ce corona en sera, mais faudra attendre novembre pour savoir. Mais alors, à quoi ça sert tout ce cirque ? À éviter tout au plus l'engorgement des services d'urgence, exsangue après 20 ans de course au détriment de la santé. À faire croire surtout qu'on maîtrise un truc qui de toutes les manières finira tout seul. Alors, on y va ? Il avait retrouvé son tonus, je ne le reconnaissais plus. J'ai pensé un instant qu'il n'avait vraiment plus toute sa tête, mais il ne m'a pas laissé le temps de dire non. Il a ouvert son garage en grand. « Aide-moi à pousser les cartons. J'ai gonflé les pneus cet après-midi. Pour la batterie, ce sera plus délicat, il faudra démarrer en descente. » La pente du petit jardin au devant s'y prêtait, la rue aussi. Mais faudrait pas trop que le moteur tousse avant le rond-point plus bas. Il s'est mis au volant. « Pousse ! Tu me rejoindras, puis tu prendras les commandes. » Tout son tonus, que je vous dis. Mais que diable souhaitait-il faire en Auvergne, dans ces routes de montagne si périlleuses et ces carrefours infestés de flics plus que de virus ? Au bout de la rue, j'ai pris les commandes comme prévu, après qu'il m'eut briefé sur le levier de vitesse amarré à un tableau de bord d'une simplicité consternante. Je tenais un volant aux dimensions de celui d'un 10 tonnes, pour une tire-poids-plume aux formes psychédéliques, en regard des carrosseries modernes modelées aux standards uniformes de l'aérodynamisme. Quant au bruit du moteur, bonjour la discrétion. Je crois que tous les volets du quartier se sont entr'ouverts au hennissement furieux des pistons de la 2 chevaux, si bien nommée.
Un seul clignot marchait et les petits phares, dressés au-dessus des ailes avant redondantes, clignaient des yeux. Ma vitre latérale ne se verrouillait pas et sursautait aux ambles soubresauts des amortisseurs. Pour un graton sur la route, tu rebondissais 10 fois, la vitre 20. Le doc toussait et respirait mal à nouveau. Moi, je me demandais ce que je foutais là, en pleine nuit, dans ce véhicule d'un autre temps. Dans cette ville hostile où l'on ne vit pourtant pas un flic. Par bonheur, les guignols épuisés par 3 semaines de course imbécile et zélés aux attestations avaient ce soir-là fait relâche. Il avait tout pensé. On avait filé vers la Lozère par les petites routes qu'il connaissait par cœur. Son but était d'atteindre l'A75, après le viaduc de Millau. Il n'y aurait plus de péage jusqu'en Auvergne. Moi, mon souci, c'était la jauge. C'est qu'elle suçait la vieille et avalait foutrement bien la gasoline. Pardon pour l'allusion. C'est à l'entrée d'un petit bourg que j'ai refait un plein dans une station automatique. Et c'est à sa sortie au rond-point que les gendarmes stationnaient. Nous, l'air de rien, on a fait semblant de ne pas les voir, même quand ils nous ont fait signe de stopper. Furieux, les guignols, je les ai vus démarrer dans le rétro. « On fait quoi là, Francie ?» que je lui ai dit. « Tu fonces !»« Tu rigoles, c'est une 2 chevaux, ta caisse, pas un SUV 10 cylindres. »« Faut pas qu'il double, démerde-toi !» Comme un con, je me suis mis au milieu de la route. Le gyro bleu éclairait mieux que nos phares. Bientôt nous étions pare-choc contre pare-choc. La sirène couvrait le bruit du moteur. Ça montait rudement et nous allions en train de sénateur. Pas demain qu'on les sème, que j'ai pensé. Même que je me suis dit, s'ils descendent, ils vont nous doubler en courant. C'est là que le doc m'a dit, tourne à droite! Et j'ai tourné à droite. Un chemin défoncé qui débutait par une bosse. La voiture n'a même pas décollé. Nous, si. Sans ceinture, j'ai failli retomber sur les genoux de Francie, et lui traverser le toit de tissu. Puis, pépère, mais qu'à autant grave, la Dush a fait son chemin, et on a pris le large. Bientôt, une sirène bleue pleura au loin devant la bosse infranchissable pour jupe délicate. « Hé hé, c'est pas un SUV ma caisse !» qu'il m'a fait en ricanant. « Vous déconnez le doc, délit de fuite, on est bon pour la zonzon !» T'inquiète, l'immatriculation est fausse, et par cette forestière, on arrive direct à Saint-Chély. J'ai failli lâcher le volant. Putain, le doc, vous rendez compte des risques qu'on prend ? C'est là qu'ils nous attendront. S'ils savent qu'on va à Saint-Chély, mais il y a autant de destinations que de points cardinaux sur ce chemin. Ils ont d'autres chats à fouetter. Dans le faisceau jaune et certain des phares, la silhouette de tronc majestueux a caché une compagnie de gendarmes qui se dessinait dans la profondeur d'un bois serré et sinistre. J'avais mal aux fesses et au dos, j'avais peur, mes paupières tombaient, et Francie ronflait fort. Un roc, ce type, que j'ai pensé. 1 heure de tape-cul pour arriver sur un petit chemin goudronné, direction Saint-Chély. C'était une ancienne route. Les bornes kilométriques délavées en témoignaient. Quelques lignes blanches subsistaient sur le goudron résiduel, envahi par la végétation sur les bas-côtés jusqu'au tiers central. Ça faisait route fantôme, un peu lugubre. Le calme relatif a réveillé le vieux. Il a ouvert un œil et m'a dit « Il y a 70 ans, sur cette route, je dégueulais mes tripes quand nous montions dans la déesse à mon père vers son pays natal, l'Auvergne. Les virages, je supportais pas, enfant. Les pastilles à la menthe que ma mère me tendait avec tant de conviction non plus. Mais je les suçais quand même, pour pas faire de peine. Je n'ai jamais voulu faire de peine et pour cela, je n'ai jamais su dire non à ma mère, comme aux autres femmes, qui m'ont aimé souvent, pour de très mauvaises raisons. Ça leur a causé beaucoup plus de peine encore quand, très tard, je prononçai enfin l'adverbe de négation lors d'une rupture. Il parlait de ces pastilles. Qu'est-ce que j'en avais à foutre ? Mais c'était touchant quand même. Il m'a indiqué une maison de cantonnier abandonnée où nous pourrions dormir un peu. La baraque était bien vieille, mais mal abandonnée avec fleurs aux fenêtres et tout feu ouvert. Ça sentait la fumée de bois et il a trop chaud, le kawa en pensée et le klebs pas partageux. Il n'a pas tardé à nous aboyer grave. J'attendais le fusil et le chasseur confiné. C'est une jeune femme qui a entrebâillé une porte. Même pas armée, même pas peur. Faut dire que le chien berger, vu sa taille, aurait volontiers guidé au croc un troupeau de CRS. Elle nous a fait entrer, le molosse aussi. Ça sentait bien l'âtre chaud, et le kawa qu'elle ne tarda pas à nous servir. Jolie la meuf, 30 ans de silhouette, 40 de ridule et quelques cheveux blancs. Laura qu'elle s'appelait. Plus jolie tumeur, j'ai fondu. Elle squattait là, tranquille et seule,
Son compagnon l'avait larguée quelques mois plus tôt qu'elle nous a avoué. J'ai pris l'air peiné et furibard en pensée contre le goujat. Il ne manquait pas de place dans la baraque. Si elle avait été recyclée comme abri par les ponts et chaussées, elle fut sûrement un jour corps de ferme. J'ai pris le lit à part du taulier déserteur. Le doc a préféré rester sur le fauteuil près du feu. Il était épuisé. Moi, pas moins, mais notre jolie hôte me garda les paupières ouvertes. Faut dire que j'ai senti un truc passer entre nous, et sa main qui m'a effleuré au hasard en me tendant des draps propres, puis un oreiller, puis un traversin. Puis plus rien que ses lèvres ont confirmé. On a flirté, c'est tout. J'étais trop crevée. Elle ne couchait pas le premier soir. J'ai émergé à 11h. Francie et Laura buvaient déjà un kawa. Elle nous a expliqué qu'elle était infirmière dans le civil. Dans le sauvage, elle donnait dans l'autosuffisance alimentaire. Mais seule à présent, c'était pas gagné pour le jardin. Pour la bœuf, ça pouvait aller. Elle s'est roulée un tarpé et comme je biglais dessus, elle me l'a offert. Cette fille avait le sens de l'hospitalité, j'aurais aimé être hospitalisée chez elle. Bon, c'est pas tout ça, mais faut y aller, qu'il hurla le doc. Fais-moi tirer une barre. Il m'a tapé la sèche. Il s'est levé ensuite, en crachant ses poumons, mais alerte. Problème, le terrain était plat. Pour lancer la doche avec Laura, on a craché les nôtres d'efforts et d'éclats de rire. Elle a démarré la vieille. À midi, on était sur l'A75 et le brouillard au rendez-vous, pas les gendarmes. Dans la ouate épaisse et sur l'autoroute déserte, j'étais bien, du genre heureux. Je déconnais avec Francie comme avec un pote. Lui riait à l'asphyxie. La bœuf était riche. J'avais même oublié ce que je faisais là, au cœur du Massif central. Pas le doc. Il m'a fait sortir à Issoire. « T'as lu Les copains de Jules Renard ?» qu'il m'a demandé alors. Je sais pas pourquoi. Je lui ai répondu que j'avais dévoré Harry Potter. Ça lui a fait plaisir quand même. Je l'ai senti. Je sais toujours pas pourquoi. La route était bonne et le pays riche. Même que les paysages aussi, qu'il m'avait expliqué Francie. Parce qu'avec la crasse, c'était pas évident d'imaginer. Il m'a parlé de volcans, de lave, de basalte, d'eau de source chaude ou ferrugineuse, de truites, de la bande d'Ordanche. C'est un ancien volcan, c'est là où on va. On a passé un col et quitté la brume quelques minutes. Il m'a fait arrêter. Le col s'appelait le Croix-Morand et les nuages couraient à nos pieds. De la mer de coton tumultueuse émergeaient des dômes plus ou moins saillants. L'un d'eux, de roche en son fait, était droit devant. « Tu la vois là ? » ?»« Tu vois quoi ? » ?»« La bande d'Ordanche, pardi. C'est là qu'on va. » Je crois que j'ai retrouvé mes esprits ici. Faudra que tu m'expliques enfin ce qu'on va foutre sur ce rocher précisément. Rien que trouver le fil de ma vie, garçon. J'étais bien avancé. Je crois qu'il déraillait complètement. Mais au point où j'en étais, j'ai pas relevé. Je n'avais qu'une idée en tête, moi. C'était de retrouver Laura. On a replongé dans le brouillard pour découvrir le crépuscule au pied de la banne, 1 heure plus tard. Je suis descendu de la voiture pour respirer l'air pur et découvrir le lieu. Les nuages étaient remontés et l'on discernait à peine la cime. Du parking au sommet de l'Éperon, il devait y avoir 60 bonnes minutes de marche, d'un bon pas sur un solide dénivelé. Autant dire que l'ascension pour un vieillard était impossible. J'allais le lui expliquer quand j'ai réalisé qu'il était déjà parti. Je distinguais sa silhouette titubante sur le chemin à 100 de mètres. Je l'ai rejoint. « Va falloir être raisonnable, Doc !» que je lui ai dit. Il soufflait comme un bœuf. Il m'a murmuré à peine audible. « Trop tard, fiston !» Fiston, v'là qu'il me prenait pour son fils. Il déraillait grave. « Trop tard quoi, Sylvain ? On retourne chez Laura pour prendre des forces et on revient demain. » que je lui ai dit tout doux comme à un gamin, sans y croire une seconde. Il a accéléré le pas, enfin, 3 piétinements avant de s'écrouler. « Ah, vous voyez le doc, faut être raisonnable !» J'ai voulu le relever, il m'a repoussé. J'avais l'air fin à la nuit qui tombait sur ce sentier de montagne avec un vieillard buté. Il commençait à me les briser grave. Fallait arrêter tout ça. Il ne monterait jamais là-haut dans cet état. Une brise glaciale venue de je ne sais où hurla quelques secondes, puis se tut, et un crachin gelé se mêla à nos souffles. Je l'ai saisi sous les bras, et il s'est débattu faiblement. J'ai voulu le mettre sur ses jambes, mais en vain. Alors, je l'ai hissé sur mes épaules pour faire demi-tour. Il s'est mis à sangloter. « Faut pas, le doc, faut pas !» que je lui ai dit.
Quelques volutes de brume accrochées sur les pentes se détachèrent doucement et nous enveloppèrent un instant avant de reprendre leur chemin vers la cime. Je les ai suivis et j'ai entrepris maugréant l'ascension. Putain de merde, je les portais durant 1 heure sur mon dos, sur les épaules parfois, quand ils retrouvaient la force de se tenir à moi. Mon souffle alors, toujours plus fort, se mêlait au sien, toujours plus faible. On s'arrêtait parfois, mais pas longtemps pour échapper au froid qui nous saisissait alors. Il n'y avait pas de vent par bonheur. Je les portais comme ma croix, je les hissais sur la banne d'Ordanche, le doc. Pas à pas, mètre après mètre, j'aurais pu compter. Quand je l'ai déposé, comme il me l'a demandé, juste à la cime, dans un recoin de rocher, il respirait péniblement et ses mains étaient glaciales. À la lueur de la torche du téléphone portable, de son visage sombre émergeaient ses yeux exorbités. Il faisait frais, mais l'air pourtant portait une douceur étrange, et le ciel bas, un halo blanc presque phosphorescent. Il observait autour de lui un rictus aux lèvres, comme un enfant réjoui. « Tu vas me laisser là, merci mon petit. Va rejoindre Laura, je sais qu'elle t'attend. » Qu'il m'a dit d'un air canaille. J'ai l'air dément, mais c'est que l'air. J'ai bien vu votre manège hier soir. Elle est bien, cette petite. Vous laissez? Même pas en rêve, le doc. Si, c'est le Covid, je suis cuit. Il m'en a bouché un coin, j'avoue. Alors vous m'avez emplâtré, que je lui ai dit sèchement. Non, mon garçon. Tu l'avais déjà il y a 15 jours quand j'étais gardé chez moi. Alors c'est moi? Non plus. Mon infirmière qui n'avait pas de masque et qui toussait il y a 8 jours s'en est chargée. Je ne vous laisserai jamais seul ici. Si, fais pas les mêmes conneries que moi. Tu ne connais pas ton père, profites-en. Moi, le mien, il a fait ce que je suis. Tout ce que j'ai réussi dans la vie, c'est grâce à lui. Tout ce que j'ai raté, c'est aussi grâce à lui. Il m'a dit un jour, « Tu seras médecin, mon fils. » Et je le suis devenu. Il aurait aimé légiste, j'ai pensé, « Là, mon vieux, faut pas pousser. » Et j'ai eu tort. Soigner les vivants, crois-moi, ça use. À penser toujours au pire des diagnostics, pour bien faire ton métier et vivre leur pire, quand ça y file par malheur, tu y perds ta santé et les femmes qui t'accompagnent. Faut savoir alors être humble, car on ne sait pas tout de ce foutu corps vivant. On n'a pas toujours raison et on ne fait pas toujours au mieux. Ça mine la conscience parfois. Alors que les morts... Je ne comprenais pas tout, je crois qu'il délirait le vieux, mais j'ai fait semblant de saisir. Mon père, un jour, il m'a dit « Fais attention aux filles ». J'ai pensé qu'elles étaient dangereuses, peut-être vicieuses. Alors j'ai joué le dur, le mal, le con quoi. Ma vie sentimentale fut un champ de ruines. Alors que je n'étais rien du tout ça. Mais c'était pour me protéger de la peur qu'ils m'avaient collée. Je les aimais tant, les femmes, mais je ne pouvais pas aimer des êtres aussi formidables. Pourtant, elles sont si belles et douces. Ne crois jamais, ne serait-ce qu'être leur égale, jamais. Elles ont des règles tous les mois qui leur tordent les tripes pour porter tes enfants 9 mois et voir leur corps se déformer, parfois souffrir. Elles te supporteront des années, toi et ta suffisance de mal. Laveront tes slips, tout en travaillant encore et encore pour des salaires toujours inférieurs aux mecs. Bref, faut être un être supérieur pour endosser tout ça. Faut être une femme. Tu comprends, mon gars? Moi, je l'ai compris si tard. Il m'a serré fort le bras en disant ça. J'ai rien compris, mais j'ai fait semblant. Alors prends ça. Il a sorti une enveloppe de je ne sais où. Fais de ta vie ce qu'il te plaît avec pour seul souci de ne nuire à personne. Profite du bonheur de vivre simplement. Jouis de ta liberté d'aimer la nature, les livres et Laura. Rappelle-toi surtout, personne n'est dangereux s'il ne porte d'uniforme militaire ou policier. Ta maman était belle. Elle s'est égarée souvent. Je crois que moi aussi un soir où j'avais un peu trop bu et elle aussi. Il a cessé soudain de parler, dans un soupir de soulagement, comme si sa mission en Auvergne s'arrêtait là. De petits flocons tombaient, en papillonnant autour de nous. Il les a observés quelques secondes. Il me dit « C'est beau dans un sourire d'enfant. » Puis plus rien que son regard fixe sur le ciel. Il était mort, le doc. J'ai pleuré plus que pour ma mère et moins que pour Laura quand elle m'a quitté 10 ans plus tard. Dans l'enveloppe, il y avait les clés de sa piaule et une lettre pour un notaire. C'était J-Pixie
Et j'espère que cette histoire vous aura plu autant qu'à moi. Bonne nuit à tous. Allez, ciao ciao.